vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bel été. C'est le retour à l'école et nous nous intéressons aujourd'hui aux cantines scolaires. Un élève québécois sur 5 ne mangerait pas à sa faim, ce qui nuit à son apprentissage scolaire. Au Japon, en Finlande, au Brésil, il existe des programmes d'alimentation scolaire universels, gratuits ou à faible coût. Plus qu'une simple boîte à lunch réalisée à la maison, la cantine de l'école offre dans ce cas des repas complets, sains et surtout à prix modique. Ici, il y a les clubs des petits déjeuners pour que les enfants plus vulnérables puissent bien démarrer leur journée d'école et aussi quelques initiatives pour remplir le ventre des enfants scolarisés durant toute la journée. Au Canada, l'insécurité alimentaire des enfants varie cependant selon les provinces, les territoires. On parle en moyenne d'un enfant sur 6 canadiens, mais de 2 enfants inuits sur 3. Les Premières Nations souffrent souvent plus de malnutrition que les enfants du sud du pays. Alors, comment lutte-t-on contre la faim à l'école ? Nous vous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science, c'est le temps de la rentrée. Cette année, nous avons décidé de nous intéresser aux repas servis parfois à l'école. Au Québec, de nombreux écoliers connaissent de l'insécurité alimentaire et avoir faim, cela nuit, on le sait, à l'apprentissage. La solution serait-elle dans la cantine scolaire ? Nous allons voir ça. Pour en parler, je suis en compagnie de Thibault Linné, directeur de la Cantine pour tous. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Donc, lorsqu'on a le ventre vide, c'est plus difficile d'apprendre. Et au Québec, il y aurait 1 enfant sur 5 qui aurait faim à l'école. Une insécurité alimentaire plus présente dans certains quartiers et certaines villes québécoises. Selon un chiffre qui date un petit peu, le Canada se placerait au 37e rang sur 41 pays développés pour l'accès des enfants à des aliments nutritifs. Selon l'UNICEF, c'était un chiffre de 2017. Monsieur Linné, je vais commencer avec vous. Pourquoi le Canada serait le seul pays riche de la planète du G7 à ne pas avoir de programme national d'alimentation dans les écoles, le savez-vous ? La Cantine pour tous fait partie d'une coalition qui s'appelle la Coalition pour une saine alimentation scolaire, qui est une coalition d'organismes canadiens, un peu partout dans toutes les provinces du Canada, qui milite pour que le Canada puisse avoir un programme universel d'alimentation scolaire. Et les informations que j'ai pu avoir en discutant avec les gens de la coalition, il y aurait eu une étude de l'Université de Toronto sur pourquoi est-ce que le Canada n'a pas eu de programme d'alimentation scolaire comme les autres pays. La plupart des pays se sont dotés, peut-être que Anne pourra confirmer ou infirmer, la plupart des pays se sont dotés d'un programme universel d'alimentation scolaire après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et le Canada a fait le choix de ne pas aller dans cette direction-là. Parce que ce qui nous a été dit par l'Université de Toronto, c'est que les débats parlementaires des années 40, où la question avait été adressée, rapportent que il avait été considéré à l'époque préférable de laisser les enfants manger à la maison le midi pour justifier la présence des femmes chez elles, pour que les soldats qui revenaient des différents fronts de la Deuxième Guerre mondiale puissent retrouver leurs emplois qui avaient été à l'époque occupés par leurs femmes. Alors ça, j'ai pas vérifié moi-même la source de cette information-là, mais c'est ce qui est l'information qui est revenue jusqu'à nous, et depuis lors, il n'y a rien qui a été fait, on va dire, pour qu'un programme puisse être mis en place. Il y avait des écoles dans le temps qui avaient des cuisines et des cafétérias et des espaces pour manger. Avec le temps et la pression démographique aussi, dans les grandes villes en particulier, ces espaces-là ont été transformés en classes et la priorité n'a pas été donnée à l'alimentation dans les écoles. Oui, et c'est pour ça que les enfants apportent leur boîte à lunch, puis généralement mangent des fois dans le gymnase, dans cet espace-là exact. Qui reste finalement. Il y a eu une transition effectivement du marché du travail dans les années 50, 60, 70, avec une arrivée massive des femmes sur le marché du travail, et donc les enfants qui restaient à l'école le midi et qui ramenaient leur boîte à lunch. Oui. Madame Plourde, quels seraient les avantages d'un programme universel d'aide alimentaire à l'école ?
Il y a plusieurs avantages, en fait. Évidemment, l'avantage le plus évident, ce serait de permettre de réduire l'insécurité alimentaire des enfants qui souffrent d'insécurité alimentaire. Comme vous le disiez en début d'émission, là, au Québec, c'est un enfant sur 5 environ là, qui souffre d'une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Ça représente plus de 200 000 enfants au Québec, donc qui sont dans cette situation-là. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas seulement les enfants des milieux les plus défavorisés qui profiteraient d'un programme d'alimentation scolaire universelle. Un programme d'alimentation scolaire universelle, ça permettrait également d'améliorer l'état de santé général de l'ensemble des enfants en réalité, parce que on sait que les problèmes liés à la mauvaise alimentation ne sont pas concentrés là auprès des enfants les plus défavorisés. Les enfants de tous les milieux socio-économiques souffrent de problèmes liés à une mauvaise alimentation. Ce sont des problèmes qui sont répandus dans toutes les couches de la société. Mettre en place un programme d'alimentation scolaire qui pourrait en plus être lié à un programme de pédagogie alimentaire, ça permettrait d'agir également sur ces enjeux de santé publique et en bout de ligne, ça bénéficierait aussi à l'ensemble de la société parce que ça pourrait à terme permettre de réduire également les coûts des services de santé parce que en prévention, dès le plus jeune âge, on pourrait inculquer des bonnes habitudes alimentaires aux enfants et une meilleure alimentation également. On a aussi des avantages environnementaux à développer un programme universel d'alimentation scolaire. Ça, c'est des enjeux plus récents, disons, là, dans les pays qui développent aujourd'hui ou qui élargissent leur programme d'alimentation scolaire. Les enjeux environnementaux font partie des préoccupations parce que si on met en place un programme comme celui-là, on peut en profiter pour favoriser l'approvisionnement local et l'approvisionnement durable des aliments dans les écoles dans le cadre d'un programme comme celui-là. Et ça m'amène à un autre avantage d'un programme universel, c'est les avantages économiques. Parce que si on a un programme universel qui s'alimente en partie auprès d'agriculteurs locaux, c'est des investissements massifs qui sont faits dans l'agriculture locale. On a calculé à l'IRIS que si on mettait un programme en place au Québec universel et que 30% de l'approvisionnement se faisait auprès d'agriculteurs locaux, on aurait des investissements de 184 millions de dollars par année qui seraient associés à ce programme-là pour l'agriculture locale au Québec. Donc, il y a vraiment toute une diversité d'avantages là, qu'on peut constater quand vient le temps d'envisager la mise en place d'un programme universel d'alimentation scolaire. Oui, il y a une question donc d'argent aussi. Justement, selon une analyse du Programme alimentaire mondial, on dit que chaque dollar investi dans une politique nationale d'alimentation scolaire rapporterait entre 3 et 10 dollars à la société. Là, on pense à la hausse en éducation ou en santé publique. Pas vrai? Oui, en réalité, ces chiffres-là sont vrais au niveau mondial, mais les réalités, selon les pays, sont différentes. Oui, c'est ça. Évidemment que si on met en place un programme d'alimentation scolaire universelle dans un pays où les problèmes de malnutrition ou de pauvreté sont beaucoup plus importants qu'au Québec, le retour économique qui viendrait avec l'implantation d'un programme comme celui-là serait beaucoup plus important. On n'a pas fait le calcul équivalent pour le Québec, mais ce qu'on sait, c'est que ça viendrait certainement, comme je le disais, par exemple, avec une réduction des coûts des systèmes de santé, une meilleure persévérance scolaire et donc un meilleur taux de diplomation et donc des travailleuses et des travailleurs formés pour faire des meilleurs emplois, ce qui vient également avec des gains économiques pour l'ensemble de la société. Donc, on n'a pas mesuré là, ces gains-là qui seraient possibles de faire au Québec exactement, mais ce dont on est certain, c'est qu'un investissement comme celui-là, en bout de ligne, ce serait payant pour la société québécoise. Oui, c'est un peu comme la santé publique, quand on investit en prévention. Il y a un retour plus important de toute façon. Donc, il existe au Québec des initiatives. On pense tout de suite au Club des petits déjeuners. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres programmes pour nourrir les enfants et les aider à réussir. Il y a la cantine pour tous. Monsieur Linné, c'est quoi la cantine pour tous? La cantine pour tous, c'est des organismes en sécurité alimentaire un peu partout dans la province qui se sont rassemblés pour créer un collectif, pour pouvoir mener des actions en commun
et s'attaquer à des enjeux qui ne sont pas spécifiques à une communauté. Et on parle exclusivement évidemment d'enjeux alimentaires. Un des enjeux qui n'est pas spécifique à une communauté au Québec, c'est l'alimentation scolaire. Il y a des enjeux, comme Anne le disait, il y a des enjeux alimentaires dans toutes les écoles, que ce soit des enjeux de sécurité alimentaire ou des enjeux de saine alimentation ou alimentation nutritive. Donc la Cantine pour tous a lancé il y a quelques années le programme La Cantine dans les écoles, qui permet de faire tomber l'accès à une saine alimentation ou à des repas sains, des dîners sains, le midi à l'école, dans les écoles participantes. Ouais, donc, concrètement, c'est combien d'écoles, combien de régions? Donc aujourd'hui, on est dans 12 régions du Québec. À Montréal aussi, j'imagine. À Montréal et un peu partout dans la province. Et on est dans 141 écoles. Okay. Est-ce que vous avez une liste d'attente aussi? Oui, on a une liste d'attente importante. Il y a beaucoup d'écoles qui veulent rejoindre le programme. L'idée de faire tomber la barrière, c'est qu'on dit les gens devraient pouvoir avoir accès à des services alimentaires pour leurs enfants dans les écoles, quel que soit leur revenu. Et le modèle qu'on a proposé, nous, c'est un modèle de contribution volontaire. Donc, les parents contribuent en fonction de leurs moyens. Et donc, n'importe qui peut participer ou n'importe qui peut avoir des accès au repas pour leurs enfants. Évidemment, c'est un modèle qui est séduisant pour les parents. C'est aussi un modèle qui est séduisant pour les écoles parce que les écoles peuvent offrir, en plus de toute l'éducation qui vient avec, un programme d'alimentation pour les enfants. Donc, on a une longue liste d'attente. Il y a plus de 80 écoles qui sont sur liste d'attente, mais on n'a pas fait de démarche pour en avoir plus, évidemment. Donc, c'est le bouche à oreille pour l'instant qui fait que... Est-ce qu'il y a des régions aussi que vous aimeriez... on va dire équipés en cantine, mais qui sont plus compliqués finalement? On aimerait être présent dans toutes les régions du Québec, c'est le principe de l'universalité. Parce que dans le Nord, surtout dans le Nord, les enfants, il y a beaucoup plus d'insécurité auprès des Inuits, par exemple, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une cantine pour tous aussi là-bas? On peut tout à fait imaginer ça. Universel, ça veut dire pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a certaines régions reculées qui posent des enjeux logistiques importants. Parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, peut-être, et les enfants sont éparpillés. Il n'y a pas assez d'enfants, les aliments coûtent cher, il n'y a peut-être pas forcément les infrastructures. Sans qu'on soit encore dans le Grand Nord, la cantine on devrait commencer cette année à travailler avec une première école autochtone pour faire des tests et voir comment est-ce que ça peut fonctionner et de voir si on peut s'inspirer des tests qu'on va faire pour participer avec les autres communautés qui voudront un programme comme le nôtre. Concrètement, ça marche comment? Donc, est-ce que les enfants sont scolarisés, l'école démarre, puis là, les parents reçoivent un papier qui dit que vous pouvez bénéficier de cette cantine-là, si. Est-ce que c'est juste, c'est universel? Est-ce que c'est pas juste les enfants défavorisés, c'est tout le monde, non? Exact. Donc nous, quand on parle d'universalité à la cantine, on parle d'accessibilité universelle. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui participe, mais c'est tous ceux qui le souhaitent. Les écoles donc nous, on est un réseau composé d'organismes locaux qui ont des services de traiteurs scolaires ou qui développent des services de traiteurs scolaires, et on associe, nous, l'école avec le traiteur de sa communauté. Okay. Une fois que l'année commence, on envoie des informations aux écoles et aux parents pour leur dire il y a des services alimentaires qui sont disponibles pour vous, qui sont abordables. Voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez aller sur la plateforme en ligne de la Cantine pour tous, commander les repas pour les enfants les jours que vous le souhaitez. L'information est transmise automatiquement, évidemment, aux membres de la cantine, au traiteur local, qui lui va produire les repas et les livrer dans les écoles. Donc chaque jour, il y a au moins 2 options, une option régulière, on va dire, et une option végétarienne, pour que les parents puissent avoir le choix. Parfois, il y a 4 options, ça dépend des partenaires avec lesquels on travaille. Oui, parce que des fois, c'est un peu plus compliqué. Les écoles accueillent toutes sortes d'enfants, puis pour des régions religieuses ou même des enfants véganes et tout ça. Donc, il faut peut-être s'adapter. Mais s'il y a l'option végétarienne, il faut s'adapter, c'est sûr. Il y a toujours des besoins particuliers des parents. Quelque chose qui est important pour nous, c'est que le fait que ça se passe sur une plateforme en ligne, les parents peuvent choisir le montant de leur contribution au moment de faire le paiement. Et évidemment, le repas qui est livré aux enfants, c'est le même pour tous. Okay. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas il y a des programmes qui existent au Québec et ailleurs au Canada qui visent les enfants les plus défavorisés d'une école ou d'une communauté. Les enfants sont parfois séparés des autres enfants. Il y a une stigmatisation possible qui vient avec ça. On veut surtout pas, en fait, qu'il y ait des enfants qui, parce qu'ils ont accès à des repas et des repas sains, soient stigmatisés comme étant des enfants issus de communautés vulnérables. Donc là, personne ne sait qui a contribué quoi. On veut pas le savoir. C'est le même repas pour tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on le veut. Oui, tant mieux. Madame Plourde, quels sont les bénéfices pour les élèves d'un tel programme alimentaire?
Évidemment, les bénéfices pour les élèves sont un peu les mêmes que pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire que on sait là, les études démontrent assez bien que il y a des bénéfices en termes de santé, évidemment, il y a des bénéfices en termes de santé physique, mais aussi en termes de santé mentale, parce que les problèmes d'alimentation, de sécurité alimentaire, ça vient pas seulement avec des problèmes de santé physique, ça vient aussi avec des problèmes, c'est aussi associé avec des problèmes d'anxiété, par exemple, de stress, etc. Ça vient aussi, les programmes d'alimentation scolaire, avec des bénéfices en termes de persévérance scolaire. Et ça, l'ensemble de ces bénéfices-là, ce que la littérature montre assez bien, c'est que ils sont le plus important lorsque les programmes sont universels. Donc, justement, lorsque les programmes sont accessibles à tous les enfants, indifféremment de leur niveau de revenu ou de défavorisation. Donc, un modèle comme la cantine pour tous qui permet vraiment d'avoir accès à l'ensemble, à l'ensemble des élèves d'avoir accès à ces services-là, ça permet mieux d'atteindre les objectifs d'un programme. Au niveau national, si on mettait en place un programme véritablement universel, c'est là qu'on verrait les plus grands bénéfices, notamment parce que lorsque le programme est universel, donc accessible à tous les enfants, il devient conçu comme étant un droit pour les enfants, comme un droit social, plutôt que justement comme un don de charité ou un moyen d'aider les personnes les plus défavorisées. Donc, l'aspect stigmatisant associé au programme qui vise spécifiquement les plus défavorisés est aboli dans un programme universel. Et ça favorise un taux de participation au programme généralement beaucoup plus élevé que lorsque le programme vise les enfants les plus défavorisés. Le problème souvent avec ces programmes-là qui visent les enfants les plus défavorisés, c'est que ces programmes-là ont même de la difficulté à rejoindre les enfants les plus défavorisés, justement parce qu'il y a un stigmate associé à l'utilisation du programme. Et on voit très bien là, dans les pays où les programmes sont universels, c'est là qu'on atteint des taux de participation au programme qui frôlent les 100% parce que l'accès au programme est vraiment considéré comme un droit et non pas comme un moyen d'aider les enfants les plus pauvres. Donc, pour cette raison-là, les bienfaits là, des programmes d'alimentation scolaire sont les plus grands quand les programmes sont universels. Est-ce qu'on pourrait imaginer une entente entre le fédéral, qui a annoncé dernièrement un investissement d'1 milliard sur 5 ans pour un programme national d'alimentation scolaire, en collaboration avec des provinces et des territoires? Est-ce qu'on pourrait imaginer l'entente fédérale québécoise pour justement mettre en place tout ça? Évidemment, tout à fait. On pourrait très bien imaginer un programme comme celui-là. En fait, la plupart des grands programmes sociaux qu'on a au Québec et au Canada sont des programmes à financement partagé. Ce sont très souvent des programmes à compétences provinciales, officiellement. Et d'ailleurs, c'est probablement une des raisons là, qui explique le fait que le Canada n'ait pas mis en place un programme comme celui-là, le fait que l'alimentation et l'éducation sont des compétences provinciales, mais ça n'a pas empêché le développement de programmes comme celui-là dans d'autres fédérations. Les États-Unis, c'est un exemple également, et ça n'a pas non plus empêché au Québec et au Canada la mise en place de programmes sociaux, par exemple en santé, qui est une compétence provinciale, mais dans ce cas-ci, on a des ententes entre le gouvernement fédéral et provincial pour le partage des coûts de ce programme-là. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'un programme comme celui-là serait mis en place au Québec et au Canada. L'annonce qui a été faite là d'un investissement d'un milliard sur quelques années, c'est un pas dans la bonne direction, mais quand on regarde combien ça coûterait établir un programme universel au Québec seulement, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même assez timide là, comme investissement. Mais déjà, s'il y avait cette contribution-là du fédéral, ça faciliterait l'implantation d'un programme universel au Québec si le gouvernement provincial souhaitait aller de l'avant avec un programme comme celui-là. Oui. Est-ce qu'on sait comment ça se place les autres provinces canadiennes? Non, moi, j'ai pas étudié le positionnement des autres provinces par rapport à ça.
Oui, Monsieur Linné, est-ce qu'on sait comment, si ça va, si c'est comme ici finalement, ou si ça se passe Jusque très récemment, c'était partout pareil. Oui. Et il y a quelques années, je pense que l'élu Prince-Édouard, c'est la première province qui s'est engagée pour un programme universel d'alimentation scolaire. C'est pas la plus grosse des provinces. Et là, je pense qu'il y a plusieurs provinces dans lesquelles, comme au Québec, la société civile réclame qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. On parle de la Colombie-Britannique, de Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, et en espérant qu'il puisse y avoir que l'annonce du fédéral puisse être un catalyseur, un accélérateur, on va dire, pour faire atterrir des programmes dans toutes ces provinces. Oui, en fait, c'est parce que ça prend aussi... un tel programme peut être bénéfique à l'économie locale aussi, là. Vous me parliez tout à l'heure d'organismes. On connaît les clubs de petit déjeuner, mais il y a aussi Équiterre, il y a aussi d'autres organismes. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous les présenter, ces organismes-là qui se réunissent, qui ont en fait autour du même but En fait, on peut schématiquement... dans notre vision d'un programme universel d'alimentation scolaire, il y a deux composantes essentielles qu'on peut ensuite subdiviser. Okay. Il y a le volet des services alimentaires, donc de nourrir. Ceux qui les font. Exact. Et puis il y a la littératie alimentaire, l'éducation alimentaire. C'est ceux qui offrent une éducation autour de qu'est-ce que c'est que se nourrir, qu'est-ce que c'est que bien se nourrir, etc. Donc c'est deux composantes qui forment, selon nous, le tout qu'est un programme universel d'alimentation scolaire. Pour le volet alimentaire, il y a deux questions principales, on peut dire trois même. Il y a la question des petits déjeuners, celle des collations et des dîners scolaires. Ça, c'est les trois moments, on va dire, où les enfants se nourrissent à l'école. Et donc, au Québec, mais c'est similaire dans d'autres provinces, les porteurs de solutions pour chacune de ces composantes-là ne sont pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs, on pense même que dans un programme universel d'alimentation scolaire, le mode opératoire de chacune de ces solutions ne devrait pas nécessairement être le même, pourrait ne pas forcément, ça pourrait dépend du modèle qu'on veut pour une province. Il y a le club des petits déjeuners qui fait les petits déjeuners, il y a la cantine pour tous qui fait les dîners scolaires, on a d'autres organisations. Ateliers 5 épices. Mais il y a Écolation, les ateliers 5 épices qui font de la littératie alimentaire, la table des chefs, les ateliers boîte à lunch. Ils sont très nombreux, je ne peux pas tous les lister, évidemment, ça serait trop long. D'ailleurs, la plupart de ces organismes-là se sont rassemblés pour mener un grand chantier, une grande réflexion commune, collective, pour savoir c'est quoi la vision qu'on a, nous, d'un programme universel d'alimentation scolaire. Ça s'appelle le chantier PASUC, programme d'alimentation scolaire universelle du Québec. Et donc, on travaille encore dessus. Et l'idée, c'est de dire, la société civile s'est mise d'accord, en tout cas, on s'est entendu sur ce que ce serait qu'un modèle idéal selon nous, avec ce qui existe déjà, en s'inspirant de ce qui existe déjà, puis en se demandant comment est-ce qu'on peut partir de ce qui existe déjà pour aller jusqu'à un programme qui est universel pour tout le monde, et puis ensuite engager des discussions avec les différents paliers du gouvernement pour faire valoir notre vision. J'entends universel, mais est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça pourrait être gratuit, tous ces repas-là? Est-ce qu'on pourrait imaginer une cantine gratuite à l'école? On peut tout imaginer, il existe différents modèles. Il y a des pays qui ont fait le choix d'offrir le programme gratuit pour tout le monde. Il y a des pays qui offrent le choix d'avoir une universalité proportionnée, c'est-à-dire que les parents contribuent, mais ils contribuent en fonction de leurs moyens. Donc, c'est sûr que la société civile peut avoir un point de vue là-dessus, évidemment, mais ça va être un investissement massif des gouvernements. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent participer à la conversation. Avec nous, on l'espère, c'est ce qu'on essaye d'obtenir du gouvernement du Québec, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller vers un modèle ou vers un autre modèle. Oui, Madame Plourde, est-ce que dans votre programme national, est-ce qu'il y a le volet gratuit aussi de votre côté? Oui, nous, dans le fond, on a calculé les coûts d'un programme universel d'alimentation scolaire maximaliste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment calculé les coûts d'un programme si on voulait la gratuité complète des repas, si on voulait également la gratuité du service de garde à l'heure des repas pour les élèves du primaire, parce que si les repas sont gratuits, mais qu'il faut payer pour le service de garde, ça peut aussi être un obstacle à l'accès. On a calculé également combien ça coûterait pour avoir un revenu viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme, et également pour que l'alimentation soit en partie approvisionnée auprès d'agriculteurs locaux et biologiques. Donc, le coût global d'un programme comme celui-là pour le Québec, ce
serait de 1,7 milliard de dollars par année. Ça peut sembler beaucoup, et ce coût-là pourrait évidemment être diminué si on décide de, par exemple, faire contribuer les parents à une hauteur de 1 dollar par repas ou de 2 dollars par repas. Donc ça, c'est le coût pour la gratuité et pour un programme vraiment complet là, qui intègre l'ensemble des volets d'un programme d'alimentation scolaire. Et ce qu'on a aussi constaté en faisant nos calculs, c'est que en réalité, au Québec, on a parfaitement les moyens de mettre en œuvre un programme comme celui-là. Par exemple, on a, nous, suggéré au moment de la publication de notre étude de puiser dans le Fonds des générations pour financer ce programme-là, parce que le Fonds des générations, là, l'année dernière, on a investi dans ce fonds-là 3,4 milliards de dollars. Et ça, c'est un montant qui est investi annuellement. Donc, le coût du programme représente la moitié du montant investi dans le Fonds des générations. Et nous, notre argument, c'est un peu de dire, les générations futures, elles sont déjà sur les bancs d'école en ce moment et c'est maintenant qu'elles ont besoin qu'on les aide à mieux s'alimenter, à développer des meilleures habitudes alimentaires, à mieux performer sur le plan scolaire. Et si on investissait un montant comme celui-là, le pourcentage du budget du ministère de l'Éducation qui serait consacré au programme serait comparable au pourcentage investi par un pays comme la Finlande, par exemple. En Finlande, on a un programme d'alimentation scolaire universelle où l'accès au repas est complètement gratuit pour tous les enfants dans toutes les écoles depuis après la Seconde Guerre mondiale. Et le pourcentage du budget du ministère de l'Éducation là-bas qui est consacré à ce programme-là est de 6 %. Actuellement, au Québec, le ministère de l'Éducation consacre 0,35 % de son budget à des mesures d'aide alimentaire pour les élèves. Et ça inclut les subventions qui sont versées à des organismes comme le Club des petits déjeuners, la Cantine pour tous, justement pour que ces organismes-là soient en mesure de rejoindre les élèves qui ont besoin de ces programmes-là. Donc, on a les moyens au Québec de mettre en place un programme d'alimentation scolaire universel et gratuit. Là, évidemment, il y a plein de considérations politiques à prendre en compte, de négociations qui sont possibles d'avoir sur la place publique. Nous, notre rôle, ça a été vraiment de calculer le coût d'un programme complet et gratuit. Et notre conclusion, c'est qu'on peut au Québec très bien mettre en place un programme comme celui-là. Oui, j'entends, on a les moyens finalement de nourrir tous les élèves avec une cantine largement universelle et peut-être un petit peu gratuite parfois. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, et de Thibault Linné, directeur de la Cantine pour tous. Merci. Merci. Voilà, Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission, si vous l'avez aimée, partagez-la, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux et visitez la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.